Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard Croisés. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine. Antoine, on s'est connu sur les réseaux gérontologiques. Je t'ai suivi dans ton activité un petit peu de sociologue. C'est ça, hein, un petit peu. Mais surtout, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu fais un truc complètement ouf. C'est que tu ouvres des bistrots en EHPAD. Donc il y a plein de choses qui vont pas ensemble, des bistrots, EHPAD, alcool, mon Dieu, mon Dieu. Et je sais que tu es quelqu'un qui aime faire bouger les lignes, donc moi ça m'intéresse bien. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, dire ce que tu as envie de dire déjà sur toi? Ouais, bien sûr. Merci Aurélie de l'invitation. Sociologue, en fait, même si c'est aujourd'hui une petite partie de mon activité, j'ai fait ça quand même pendant pas mal d'années, hein, pendant plus de 10 ans. Et c'est vrai que j'en ai eu marre d'être celui qui sait. J'ai préféré être celui qui fait. Et donc, je suis passé de l'autre côté et j'ai lancé Bistro Bertha avec Fanny, qui est la psychologue avec laquelle je travaille sur nos missions d'études et de recherche. Et on a lancé ça il y a presque 2 ans. Ça fera au mois de septembre 2 ans qu'on travaille sur Bistro Bertha. On a ouvert trois l'année dernière. On en ouvre quatre d'ici le début de l'été. Donc le concept c'est un peu affiné au fur et à mesure des ouvertures. Mais on est sur la création de bistrots, enfin de tiers-lieux qui sont des bistrots. Et on revendique le fait de créer des bistrots parce que c'est quand même un outil magique, miraculeux que tout le monde comprend pour de la vie sociale et pas pour de enivrement, même si évidemment, comme vrai bistrot, il y a la question de l'alcool qui se pose, et oui, on propose de l'alcool dans les établissements, on aura l'occasion d'y revenir, j'en doute pas. Mais voilà, donc aujourd'hui, mon activité, c'est président de l'association Bistro Bertha, C'est une on va dire association, une association que je préside à peu près la moitié du temps. L'autre moitié du temps, je dois quand même faire un vrai métier à côté, donc un vrai métier. Qu'est-ce que ça veut dire un vrai métier? ouais, tu sais, je continue d'être sociologue sur le reste du temps, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis visible et connu que pour cette activité de Bistro Bertha. C'est vraiment mon projet de cœur, hein. C'est vraiment, j'y mets toute mon énergie, toutes mes tripes. C'est un combat qui est loin d'être gagné, donc c'est vrai que je suis très visible sur ça. Et je mets un petit peu plus en sourdine le reste de l'activité. Mais oui, il faut continuer à faire des choses un peu plus qui mettent de l'argent sur la table. Tu as parlé de tiers-lieu. Ouais, c'est un mot que j'utilise pas souvent, mais oui, absolument. C'est intéressant parce que pour moi, un EHPAD, c'est un tiers-lieu par excellence parce que plein de gens se croisent de plein de générations, que ce soit les résidents, les familles, les professionnels. Quand tu utilises ce terme, bah, ça résonne forcément. Mais pourquoi être parti sur un bistrot? Pourquoi pas un café ou pourquoi pas, j'en sais rien, un truc d'arc? Quelle est l'appétence du bistrot? Qu'est-ce qui a fait que c'était ça? Alors pour nous déjà, bistrot, café, bar, c'est la même chose. D'accord? Il n'y a pas vraiment de différence, il n'y a pas de nuance derrière ça. On est sur un établissement qui a un débit de boisson, qui va chercher une licence de débit de boisson, ouvert au grand public et sur lequel l'activité principale reste le fait de servir des gens à la table à boire pour qu'ils puissent discuter, être ensemble, vivre un moment ensemble. Et en fait, c'est ça, notre modèle, c'est le café du village. C'est l'endroit où chacun passait du temps, prendre des nouvelles, s'assurer que tout le monde va bien, lancer une petite blague. Des fois, on y vient consommer, des fois, on y vient juste passer, on prend juste un café, des fois, on y reste tout l'après-midi. Et c'est vraiment cette ambiance-là qu'on voulait recréer, c'est à ça qu'on est attaché. La notion de bistrot était un peu plus sympathique dans le nom plutôt que café ou bar. Et donc, on voulait à tout prix rappeler ce côté convivial du bistrot sans tomber dans le côté bar, PMU. C'était pas trop ça notre délire. Donc voilà, le mot bistrot s'est imposé assez rapidement à nous. Pour nous, il n'y a pas de différence. Et pourquoi on fait des bistrots? Parce que c'est une culture, certes, un peu en voie de disparition, la culture des cafés, des bistrots, etc. Mais c'est une culture que les générations d'EHPAD et même les générations plus jeunes connaissent, comprennent et imaginent tout de suite à quoi ça peut servir. Et donc, on n'a pas cet apprentissage nouveau que nécessiterait un tiers-lieu un peu plus innovant. On voit des Fab Labs, des Maker Labs, des cowork, ça part dans tous les sens. C'est super cool pour un public de bobos parisiens âgés de moins de 30 ans. Ça l'est beaucoup moins pour un vieux de 95. Ah, tu prêches une convaincue, hein. Moi, je suis une habituée de mon café crémolant, où justement, pour moi, c'est le lieu de rencontre par excellence de toutes les générations. Et selon l'heure à laquelle je m'y rends, je ne croise pas les mêmes personnes, je ne bois pas les mêmes choses. Ça va être le café le matin et le petit rosé le soir en terrasse. Et c'est pas les mêmes discussions.
c'est pas les mêmes sujets et c'est pas les mêmes personnes. Donc tout ça, c'est hyper intéressant. Et j'ai eu l'occasion, en plus de voir en vrai, donc le support Bistro Bertha à Tours, au congrès Journée vieillissement et maintien de l'autonomie. Et en plus, c'est joli. Enfin, ce que tu proposes, tu as envie de venir au comptoir. Donc, c'est un comptoir mobile, hein, c'est ça aussi? Ça, c'est la Bertha mobile. Alors, ouais, alors nous, dans nos activités, parce qu'on fait des. Alors, pour t'expliquer assez simplement, notre cœur d'activité, c'est de créer des bistrots dans les établissements de manière pérenne. Ces structures-là sont des cafés associatifs, et c'est ces cafés associatifs qui adhèrent à l'association Bistro Bertha. D'accord. Les 7 Bistro Bertha qu'on a ouverts sont sur ce modèle-là. C'est des cafés associatifs, ils sont indépendants, ils sont autogérés par les équipes. Certains marchent suffisamment bien pour pouvoir recruter quelqu'un l'été, par exemple. Le reste du temps, c'est plutôt du bénévolat, des équipes, des familles, des résidents. Beaucoup de résidents qui passent derrière le comptoir, évidemment, parce que les résidents s'ennuient. Donc certains apprécient être servis, d'autres apprécient servir. Euh, Ça, c'est le modèle principal. Il s'avère que nous, on a d'autres activités dans le cadre de l'association qui sont notamment ce qu'on appelle les Bertha éphémères. Et donc, les Bertha éphémères, comme leur nom leur indique, c'est éphémère. On vient le temps d'une journée faire une fête de village dans un EHPAD, dans un salon professionnel si c'est pour les vieux, dans ce genre d'événement pour apporter un peu de festivité, un peu de convivialité. Et donc, on a fait développer une gamme de comptoirs mobiles euh, qu'on a imaginé, qu'on a conçu nous-mêmes, mais maintenant c'est un artisan qui les fait pour nous, qui correspondent tout à fait à cet usage bien spécifique d'avoir un comptoir tout en un, tout équipé, qu'on déplace. Et en effet, certains des bistrots, en l'occurrence 4 sur les 7, ont ce modèle-là dans leur mur. Dans leur mur. Donc là, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles vraiment de quelque chose d'autogéré. Tu dis avec les équipes, donc c'est avec les professionnels. Tu accompagnes la mise en place aussi, on va dire, managériale, c'est ça, tout ça? Le travail, la mission de l'association Bis Roberta, une des missions, une de ses activités principales, c'est la mise en place du système, on va dire Bis Roberta, de la création du Bis Roberta au sein de l'équipe, et on leur laisse les clés. Ils se débrouillent presque, dans le sens où on est là pour faire le suivi, pour faire toute la mise en place du système, on les voit tous les trimestres pour l'accompagnement, euh, mais ils sont chez eux. C'est leur Bis Roberta, c'est leur carte, c'est leur programmation ludique. C'est eux qui décident d'un peu de tout dans le Bis Roberta, même si on a des recommandations, même si on a des bonnes pratiques, même si on va leur fournir tout un système pour gérer la caisse, gérer le logistique, gérer tout ça. Euh, la, on va dire la décoration, c'est eux. Tout ce qui peut personnifier, qui fait pas partie du cœur du système, c'est eux. Et tout ce qui fait partie que le système fonctionne, c'est nous. D'accord. Et en fait, toi, tu offres, entre guillemets, le cadre, la méthodo, mais après, Oui, finalement, ils s'approprient, c'est un travail collectif. Alors moi, j'adore, hein, dès que c'est de la co-construction entre tout le monde, pour le coup, on est complètement dans le cœur de métier voilà, que j'affectionne. Et tout à l'heure, tu as parlé de licence. Il y a une licence 4, une licence 3 en licence l'occurrence. 3. Une licence 3 qui a plusieurs raisons. D'abord, elle est hyper réassurante parce que la licence 3 permet d'aller jusqu'à 18 degrés d'alcool. Et donc, on ne va pas sur les alcools forts. Et ça, c'est très rassurant déjà pour les équipes, pour les familles. D'autant plus qu'on n'en a pas forcément besoin d'aller jusqu'à une licence 3. Honnêtement, le seul alcool qui nous manque un petit peu sans la licence 4, c'est le pastis, enfin, le Ricard, tout ce qui va avec Ah, nuit. C'est le seul point qui pourrait nous manquer, donc on trouve des alternatives, hein, évidemment. Mais voilà, c'est le seul point. Sinon, vraiment, il n'y a personne qui va dans un bar pour commander une vodka dans un EHPAD, quoi. On a pas eu le cas. Donc voilà, c'est pas trop dérangeant. Deuxième avantage, et qui a un avantage non négligeable, c'est que les licences 4 sont limitées sur un territoire, pas les licences 3. On peut toujours créer de nouvelles licences 3. On n'a pas besoin de faire un rapatriement de licence, etc. Donc, c'est un véritable avantage. Après, c'est pas toujours gagné. Qui dit licence dit permis d'exploitation. Et puis, il faut respecter les normes liées à cette délivrance du permis d'exploitation. Et donc, par exemple, un EHPAD qui est rattaché, enfin, qui est dans le site d'un hôpital, souvent, on ne pourra pas obtenir de licence, par exemple. Donc, on ouvrira avec d'autres statuts. ah, ça va faire bouger les lignes parce qu'en même temps, pourquoi est-ce que à l'hôpital on n'aurait pas le droit d'aller dans le bistrot? Enfin, je pense à des personnes qui sont en soins de longue durée, qui sont en SSR, qui sont et qui sont simplement hospitalisées
sortir du cadre hospitalier pour aller prendre une bière ou même un jus de fruits dans un cadre autre que simplement le relais ou le café de l'hôpital, ça peut être aussi quelque chose de soignant en fait dans le sens propre du terme. En tout cas, si ça peut faire bouger les lignes, je suis preneuse de retour d'expérience. Et là, avec les premiers qui sont sortis, finalement, et qu'est-ce que tu as comme retour? Est-ce que tu as déjà des retours d'expérience? Oui, on a des retours d'expérience, on s'est rendu compte de pas mal de choses et je te dis, on a affiné, nous, notre manière de faire au fur et à mesure des ouvertures, au fur et à mesure des projets. En fait, chaque projet pour nous est un petit peu différent, même si le tronc commun reste le même, on sait comment le faire, une méthode un peu à dérouler. Chaque projet reste unique, mine de rien, dans la manière de faire, dans ce que veulent les équipes, dans ce que sont capables les équipes aussi. Donc à chaque fois. Les premiers résultats sont très encourageants, puisque on a systématiquement en début de projet des levées de boucliers de part et d'autre dans l'équipe, qui sont toutes tombées au fur et à mesure du projet et qui, une fois mis en place, ne remontent jamais. Donc ça, c'est des premiers points très positifs. On a des résidents qui sont très adeptes. Ça, c'est pas vraiment une surprise parce que, mine de rien, c'est un peu gratuit. On leur offre un service supplémentaire qui est en libre accès, qui est quand même sympa, un beau lieu qu'on a aménagé. On a mis du soin pour eux, donc ils y sont toujours sensibles. Et puis, c'est mine de rien un moyen de s'échapper de la vie institutionnelle. Donc, ils sont plutôt contents, plutôt satisfaits. Euh, Moi, ce que je trouve le plus positif, on va dire, c'est le retour des familles et le fait qu'ils ont un endroit où se mettre, où ils se sentent à leur place, où ils se sentent un peu moins gênés. Et donc, ça, c'est très, très cool. J'espère qu'on aura l'année prochaine. Une étude d'impact qui nous montre combien de familles on a réussi à faire revenir. Mais je pense que moi le progrès dont je suis le plus fier, c'est le retour des familles dans les EHPAD. C'est le point qui, pour moi, est plus impactant parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mine de rien, le lien le plus sacré, si j'ose dire le terme, pour le résident, ça reste le lien familial. Et donc, faire revenir les familles, c'est quand même incroyable. Maintenant, il y a des difficultés quand même. Il faut le dire, faire venir l'extérieur, c'est un défi de chaque instant, ça nécessite une communication permanente, c'est jamais acquis. On pensait que nous, en quelques mois, les habitudes seraient prises et ça fonctionnerait tout seul. Pas du tout. Dès qu'on diminue la communication, bah, il y a aussi moins de gens qui viennent naturellement, qui ah, je pensais que vous aviez refermé, etc. Non, c'est juste qu'on a arrêté de communiquer autant, mais on est toujours là. Donc voilà, ça reste un défi. Euh, on, on estime, voilà, on manque de recul pour savoir combien de temps exactement ça nous prendra pour faire rentrer ça dans les habitudes. Mais aujourd'hui, on sait que c'est long pour que le grand public ose rentrer dedans. On sait qu'on a besoin de créer des prétextes et on sait qu'on a besoin de ne pas arrêter de créer des prétextes et que cette communication devrait être intense et durable. Et il y a le côté, dans ce que tu dis au niveau des familles, ce qui est intéressant, c'est, alors moi, je me positionne en tant qu'évaluatrice pour le coup d'EHPAD, où c'est toujours le pendant, comment est-ce qu'on intègre les familles, comment on les fait participer. On a des outils hein, qui existent, le CVS, tout ça. Mais finalement, là, toi, tu apportes quelque chose de concret qui finalement existe dans la vie extérieure de l'EHPAD, hein, le café du coin. Toi, tu le fais venir dedans et forcément, les familles, elles vont aussi être intégrées de fait avec l'imaginaire, comme tu disais, l'imaginaire un peu bistrot qui intègre dedans. Et est-ce que les professionnels, eux, comment eux, ils s'y mettent? Parce qu'ils font le lien aussi entre les familles et les résidents. Comment ils s'y intègrent, eux? Deux choses. D'abord sur les familles, nous ce qu'on dit, quelle est la place des familles, eh ben, nous on dit elle est avec votre proche derrière le comptoir. C'est un point qui est vachement important. Euh, Plein de résidents n'ont plus la capacité de passer seuls derrière le comptoir, d'autres l'ont et on est ravis de leur laisser. Mais refaire quelque chose ensemble, avec son proche, finalement, c'est ça le plus important. Et donc, la place des familles, elle n'est pas là pour surveiller les professionnels, elle n'est pas là pour faire le soin à la place du professionnel, elle est là pour continuer à être avec son proche, et notamment être avec son proche derrière le comptoir, à défaut d'ailleurs, c'est quand même une super place. Ceci étant dit, et je ferme ma parenthèse sur les familles, les équipes, c'est plus mitigé les équipes. On a toujours un groupe projet hyper moteur, hyper leader qui va lui passer derrière le comptoir, jouer un peu tous les rôles, etc. Et de temps en temps, d'autres équipes
qui vont passer derrière le comptoir, qui vont faire une animation, un événement ou quelque chose dans ce cadre-là. Euh, mais, euh, mais on n'impose pas que toutes les équipes passent derrière. Enfin, ça reste vraiment un outil au service de la vie sociale de l'établissement, du quotidien social de l'établissement. Les équipes peuvent s'en emparer, mais nous, on ne force pas à ce qu'elles s'en emparent. Voilà, ça doit rester de leur propre gré. Et de fait, on a des équipes, enfin, des personnes qui ne seront jamais passées en un an derrière le comptoir. Et bah voilà, ça leur convient, ça ne désorganise pas le système, donc pas de souci. Et donc finalement, c'est quand même aussi, comment dire, manager dépendant. J'imagine aussi, selon l'orientation de la direction, qui va aussi être une impulsion finalement dans ce genre de projet. Si t'as pas On le une pense équipe de direction différemment. qui est derrière ou devant plutôt. Ouais. Notre frein, notre première difficulté, nous, pour lancer un projet, c'est de trouver la personne qui va le porter. Et cette personne, on refuse que ça soit le directeur. Le directeur peut Ok, donner l'impulsion. Elle peut donner l'autorité à ce qu'on appelle un coordinateur de prendre les décisions et d'avancer, mais elle ne deviendra pas coordinatrice parce qu'on sait très bien qu'une directrice ou un directeur passera assez vite à autre chose une fois que le début sera lancé. Je l'ai dit, hein, c'est assez long la mise en place du système. C'est souvent enfin, c'est souvent 6 à 8 semaines avant la première ouverture. Donc il faut tenir pendant 2 mois, etc. Un directeur sera passé à autre chose d'ici là alors, parce qu'il a d'autres exigences. Donc on doit trouver une personne qui est coordinateur, qui a l'autorité suffisante pour faire les changements qu'il faut et impulser un rythme, une dynamique. Il a pour ça besoin du directeur, mais notre problématique, ce n'est pas de trouver les directeurs. Notre problématique, c'est de dire au directeur, oui, mais on ne peut pas démarrer tant qu'on n'a pas trouvé dans votre équipe la personne qui va devenir coordinateur. d'accord. Et alors, c'est quoi le profil type des coordinateurs? C'est souvent un animateur parce que créer des systèmes qui font émerger une vie sociale naturellement, c'est souvent du ressort de l'animateur. D'accord. Maintenant, on a quand même plein d'animateurs qui restent encore des faiseurs d'activités, des faiseurs d'animation. C'est pas tout à fait le profil qu'on recherche, nous, pour mener à bien ce genre de projet, sachant que le rôle du coordinateur, ce n'est pas de passer derrière le comptoir et de faire le service. Le rôle du coordinateur, c'est de mettre en place le système, de mobiliser les équipes, de mobiliser des bénévoles, de sensibiliser les résidents, etc. Donc, euh, donc on a des animateurs, principalement, qui acceptent de jouer ce rôle-là. Des fois, on a des cadres de santé. Euh, à Clichy, c'était une art thérapeute qui a pris le lead sur le sujet. Euh, dans d'autres endroits, c'est des ergots. C'est un peu dépendant de la personnalité plus que du rôle. Et en termes de personnalité, on veut quelqu'un de plutôt entreprenant, plutôt proactif, qui va oser faire des choses, aller vite. D'accord. Euh, il s'excusera plus tard. Et la, quand on s'était vu alors à Tours, ça tombait au moment où tu avais eu un retour d'addictologue Ouais, bien sûr. sur la question de l'alcool, la question de l'alcool en EHPAD. Donc là, je vais remettre ma petite casquette de consultante ou d'accompagnatrice, de conseillère. L'alcool n'est pas interdit en EHPAD, hein. Je rappelle que les personnes sont chez elles et chez soi, on fait bien ce qu'on veut. Et donc, On est tu avais d'accord. eu un retour. Comment toi, tu avais eu ce retour-là? Comment tu as répondu? Enfin, comment tu l'as vécu? Alors là, en l'occurrence, tu parles d'un sujet qui m'a particulièrement agacé parce que c'est une attaque personnelle et un coup de couteau dans le dos, puisqu'on est sur un addictologue qui a écrit un rapport où je suis nommé de A à Z et qui l'a envoyé à nos potentiels financeurs. Donc, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu et que je venais de traverser ça, je l'avais assez mauvaise et je l'ai toujours assez mauvaise. Et je trouve que sa manière de faire est particulièrement déloyale, sachant qu'il a refusé à plusieurs reprises, et notamment dans le cadre d'une publication scientifique qu'on a fait de gérontologie et société, de participer au débat qui était organisé. Il a systématiquement refusé cette discussion et fait ça. Donc, en effet, l'affaire devient un peu plus personnelle qu'elle ne devrait l'être. Euh, Ma position, quand même, sur l'alcool, puisque c'est ça qui est important, ma position, c'est que l'alcool, c'est ni bien ni mal. Euh, c'est une substance qui va avoir des conséquences sur la chimie du corps, et il faut le comprendre. Aucune consommation n'est neutre, c'est clair, mais euh, clairement, il y a aussi un certain nombre d'avantages
non pas à la consommation de liquide d'alcool, mais au fait de, un, pouvoir accéder à un tel espace ordinaire avec du grand public, deux, promouvoir l'autonomie de la personne, et c'est ce qu'on dit dans notre manifeste, on ne se bat pas pour que les vieux puissent boire de la bière, on se bat pour qu'ils puissent en commander. L'enjeu, c'est de pouvoir choisir et d'être libre de ses décisions, parce que justement, on est chez soi, et chez soi, c'est pas le lieu où on boit, c'est le lieu où on décide de boire ou pas. Et Ah, ça change tout, et c'est ça qui est important. C'est cette liberté, c'est cette maîtrise, c'est cette autonomie qui, nous, est notre combat. Et donc, c'est ça qui me tient à cœur. Et donc, la balance, elle est pour moi, non pas si c'est bien ou mal de boire, elle est si c'est bien ou mal de pouvoir décider par soi-même des choses qui nous concernent, nous. Évidemment, et il faut bien le prendre en compte, on est dans un EHPAD, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont plus le discernement suffisant pour pouvoir prendre ce genre de décision. C'est pas grave, ces situations-là, on sait comment les gérer, on sait comment faire en sorte de les prendre. Mais ce sont euh, des cas particuliers, même s'ils peuvent être nombreux en EHPAD, le principe restant que la personne est autonome jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pas l'inverse. Elle n'est pas, elle n'est pas dépendante jusqu'à preuve du contraire. Non, elle est d'abord autonome, et si vraiment son discernement lui fait défaut, alors on mettra en place, et c'est notre travail d'accompagnement de l'autonomie, les systèmes pour faire au maximum cet accompagnement à l'autonomie. Dans les EHPAD, de manière générale, on a plutôt la tendance inverse, de partir que par principe les gens sont dépendants et donc on interdit, et l'exceptionnalité et l'autorisation. Et donc on cherche à renverser ça. Et évidemment, mon combat idéologique n'est pas sur l'alcool, il est sur la représentation qu'on a des gens, et l'alcool est le déclencheur de cette vision que les gens ont. La dictologue pense que les vieux ne sont pas capables de se décider par soi-même et que leur décision n'a pas la valeur parce qu'il a un point de vue de la santé pure. Et je lui confirme que oui, l'alcool est mauvais, même un verre, même à n'importe quel âge. Est-ce pour autant qu'il faut l'interdire? Eh ben, c'est pas à nous d'en décider puisque c'est légalement autorisé dans la loi. allez, hein, là, tu prêches encore une convaincue. J'aime beaucoup ton explication, même ton plaidoyer pour le coup, pour la liberté. Là, on est vraiment sur de la liberté. Je voulais pas faire plaidoyer, mais c'est vrai que Ah c'est un sujet bah qui... voilà, pour moi c'en est un vraiment la question de la liberté. Enfin je veux dire c'est pareil le tabac ou les addictions. On est dans le médico-social, on est là pour accompagner les personnes qui sont chez elles. On n'est pas là pour les rééduquer, on n'est pas là pour leur interdire quoi que ce soit. En plus sincèrement on est sur des personnes plutôt en fin de vie. Donc franchement qu'est-ce que ça peut faire un petit verre d'alcool ou pas, ça lui fait quoi à la société des addictologues, quoi. Donc voilà, je suis de ton côté, Antoine, là-dessus, et d'oser justement un peu déplacer les lignes, les limites, ça, moi, j'adore, forcément. Et c'est vrai que c'est un sacré. Alors, tu parles à chaque fois de combat. J'ai l'impression que tu te bats. Est-ce que maintenant tu te bats un peu moins? Est-ce que tu arrives à... Non, la colère est un très bon moteur chez moi et quelque chose qui me pousse largement à agir. Je- J'aime bien cette rhétorique du combat parce que je me sens vraiment en guerre contre cette manière de penser et je la cultive. Chez moi, c'est un moteur qui est très fort, la colère. Je suis vraiment excédé par la manière dont on traite les vieux, pas par amour des vieux, mais juste parce que je trouve ça juste inhumain. Et donc, c'est vraiment ça, moi, qui me drive. J'ai d'autres personnes dans l'équipe et tu as rencontré Louis qui au contraire, est Ouais. beaucoup plus positif et beaucoup plus capable de me poser, etc. Moi, mon moteur reste la colère, je suis en croisade, en fait, sur ce sujet-là. Je m'en rends compte au fur et à mesure des années. J'ai mis du temps avant de le conscientiser, mais aujourd'hui, je le reconnais et je l'accepte. Donc, je ne cherche plus à me calmer. Je cherche au Ouais. contraire à orienter cette colère sur ces projets qui me semblent quand même un peu positifs. Alors Donc, ton projet est très positif. Je te souhaite quand même d'apaiser cette colère grâce à ce projet finalement. Bon, la colère après, quand ça dure trop longtemps, c'est pas forcément très agréable. Mais en tout cas, elle est mise à bon escient à ce compte-là. Comment, où c'est qu'on te retrouve du coup, Antoine? bientôt, le site Bistro Bertha va réouvrir ses portes. Donc, si vous regardez ça et qu'on est le 1er juillet, a priori, ça sera bon.
Ça sera mon temps. Sinon, évidemment, c'est sur LinkedIn que moi je partage la plupart de à la fois des coulisses de ce qu'on fait, parce que mine de rien, c'est une activité qui est pas tout à fait commune, de passer de sociologue à bistrotier, et c'est assez intéressant. Et puis aussi, c'est là où je communique le plus sur pas mal de sujets, parce que je reste quand même, mine de rien, un sociologue passionné par le sujet des vieux, donc j'y partage aussi pas mal d'analyses là-dessus. Ok, ben, en tout cas, merci beaucoup pour avoir partagé tout ça, ton combat, ta colère, mais aussi bah, les beaux moments finalement qui en résultent. Et puis, on va suivre ça avec grande attention. Et merci à toi. Et puis, écoute, à très C'est à bientôt toi, Aurélie. peut-être pour les Très retours bientôt. d'expérience avec des moments avec des résidents et tout ça J'en d'un partage très pastis. Non, on a souvent. dit non, pas pastis. Pas facile, autour d'une bière. J'en partage très souvent sur LinkedIn des choses qui se passent, etc. Pas autant qu'ils le font, parce que maintenant, il y a plusieurs bis Roberta, c'est difficile de tous les suivre, de savoir exactement ce qu'ils s'y font. Et puis, le but, c'est de les rendre le plus autonomes possible. Mais tant qu'on peut, on partage quand même, on relaie leurs événements, ce qu'ils font, etc. Bah, je vais Et mettre c'est les liens à LinkedIn du coup sous la vidéo et j'en profite hein, les gens si vous voulez vous abonner, découvrir plein d'autres choses qui se font comme ça et qui ne se font pas normalement mais que moi j'aime bien partager les choses qu'on fait pas mais qu'on fait. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner et puis bah écoutez à bientôt pour un nouvel épisode de Regards croisés.